Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'Express, donc l'édition de 30 minutes de ce mardi 19 janvier. Je suis en compagnie de Zoé Huitala. Bonjour Zoé! Bonjour Émilie! Oh, t'as passé une belle fin de semaine sous la neige, Zoé? Oui, très belle fin de semaine sous la neige, toi? Ben oui, on en a profité avec les enfants, jouer dehors, c'était magnifique! On va aller du côté de la COVID, parce qu'on le sait, à la fin de semaine, on n'a plus les chiffres ventilés par MRC. Donc là, hier et aujourd'hui, on a des mises à jour. Oui, on a des mises à jour. Alors, l'état de la situation, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, en ce 19 janvier 2021, dans le Bas-Saint-Laurent, 3 nouveaux cas. Oui. Pour un total, on est rendu à 1437. Aucun nouveau décès aujourd'hui. Une nouvelle hospitalisation. 1362 personnes sont maintenant rétablies et 739 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 18 janvier 2021. Dans la vallée de la Matapédia, on est rendu à 48 cas, aucun nouveau cas aujourd'hui. Non. Donc, il y a eu une conférence de presse du premier ministre aujourd'hui. Ce midi, oui, à 13 h. Monsieur Legault demande au fédéral d'interdire tous les vols internationaux qui sont non essentiels. Vous en avez sûrement entendu parler durant le temps des fêtes, puis ça continue. Il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis du pays. Ça crée beaucoup d'éclosions, etc. Donc, il demande aussi d'améliorer le suivi de quarantaine des voyageurs au fédéral. Par exemple, il mentionne qu'il voit des signes encourageants depuis quelques jours, mais la pression reste grande sur notre réseau de santé. Oui. Puis, il ajoute rien n'est encore gagné. Non. Puis, on doit continuer tous nos efforts pour combattre le virus. Mais c'est ça. C'est quand même bien de savoir qu'il y a des signes encourageants présentement. Oui. On sent que le plein air est une grosse activité en ce moment. Puis là, il y a comme un engouement pour le ski de fond. Oui, le ski de fond, là, je vous ai Après parlé... Amkoui. À Amkoui, la semaine passée, là, on est rendu à Saint-Noël. Ils ont fait un sentier de ski de fond et qui commence dans la rue industrielle. Puis, possibilité aussi de faire de la raquette. Ah, super ça! Donc, les gens du secteur ouest, vous avez des pistes de ski de fond et de raquettes aménagées. C'est la Semaine internationale de la sécurité à motoneige. Du 18 au 26 janvier prochain, ça a commencé hier. Là. La Fédération des clubs de motoneigistes, je suis pas habituée de faire de la motoneige, du Québec, le gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec soulignent cet événement en sensibilisant la population à la sécurité sur les sentiers tout au long de la saison hivernale. De plus en plus de gens font de la motoneige, en plus avec la pandémie, parce qu'on veut faire des activités extérieures. Alors, il est primordial de pratiquer cette activité de façon sécuritaire. Tout à fait. Et nos deux candidats du Bas-Saint-Laurent, surtout, et de la Matapédia, ont été éliminés ce dimanche à Star Academy. 60 aspirants académiciens ont été sélectionnés parmi plus de 5500 candidats. Candidatures dimanche dernier sur les ondes de TVA. Bon, l'équipe de Star Academy, Ariane Moffat, Grégory Charles et Lara Fabien devaient choisir 30 chanteurs et chanteuses. Parmi les 60, Amélie Jacques et Maë Poirier étaient malheureusement les deux seuls qui représentaient l'Est du Québec et ont été disqualifiés. Maë Poirier a 20 ans et vient de Québec et Amélie Jacques a 19 ans et vient d'Amkoui. Je suis prête à gager que c'est pas la dernière fois que nous allons les voir. Donc, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et tout de suite après des entrevues que tu as réalisées pour nous. Zoé, tu as rencontré Pascal Bérubé récemment? Oui, il fait son bilan de l'année 2020 et nous dit un peu ses projets pour l'année 2021. J'ai virtuellement avec moi présentement le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour faire un retour sur l'année 2020. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Bien, tout d'abord, bonne année 2021. Merci. Et je souhaite également une excellente année à l'ensemble des Matapédiens, des Matapédiennes et à toute l'équipe de la TVC. Avant d'entamer complètement l'année 2021, on avait envie de faire un bilan 2020 avec vous, un peu faire un retour sur les bons coups, peut-être aussi les moins bons coups.
Bien, il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, on apprend récemment que la population de la Matapédia a augmenté au cours des dernières années. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Alors, c'est positif, c'est qu'il y a davantage de gens qui arrivent dans notre région que de gens qui quittent. Et ça, c'est peut-être une des nouvelles les plus spectaculaires pour la Matapédia parce que ça va à l'encontre d'une tendance qu'on retrouve dans plusieurs régions du Québec. Et là, la Matapédia est en train de regagner des forces, notamment en gagnant des citoyens. Alors ça, c'est une nouvelle qui est majeure pour l'avenir. Et ça, c'est lié à tous les efforts qui sont déployés par les acteurs du milieu, qu'il faut féliciter. Puis c'est pas terminé. Et je pense qu'il y a une opportunité avec la pandémie qu'on vit d'aller chercher d'autres mondes. Je m'explique. Toute la question du télétravail a démontré qu'on peut être délocalisé de son milieu de travail habituel si on a des conditions qui sont adaptées pour le travail. Si on règle de façon définitive et de façon concrète l'enjeu de la téléphonie cellulaire, d'Internet haute vitesse, le gouvernement du Québec concrétise sa volonté de décentraliser les emplois de la fonction publique en région, je pense qu'il y a une opportunité exceptionnelle pour nous et je pense à tous ces travailleurs autonomes qui pourraient quitter la ville pour venir chez nous également. Donc ça, c'est majeur. Et en 2020, bien, il y a eu des nouvelles qui ont un impact pour toute la population. On a recruté un nouveau chirurgien à l'hôpital d'Amqui, donc on a une équipe complète. On a procédé à l'annonce de 60 nouvelles places au CPE d'Amqui. Donc, des places que j'avais annoncées comme ministre et député en 2013 qui avaient été bloquées par le gouvernement libéral, qu'on a redébloquées, plus des nouvelles places qui sont affiliées avec le CEMEC. Alors ça, c'est majeur pour les familles de la Matapédia. Et on pourrait penser à un ensemble d'annonces qui sont survenues sur le territoire, dans l'ensemble des municipalités, des dizaines et des dizaines de dossiers traités à mon dossier d'Amqui avec Marc-Olivier Caron, mon collaborateur, et bien d'autres. Et j'ai bon espoir que ce printemps, il y aura une annonce majeure pour la ville d'Amqui, que je ne peux pas révéler pour l'instant, mais ça va se faire en collaboration avec ma collègue députée Christina Michaud, donc une annonce Québec-Ottawa pour une infrastructure majeure à la ville d'Amqui et dans la ville d'Amqui plutôt, différent. Et j'ai bien hâte là, de pouvoir en parler. Là. Je pense que ça sera confirmé ce printemps, mais j'ai des bonnes raisons de croire que c'est déjà pas mal attaché. Ah, ben on a hâte de savoir ça. Donc, les dossiers ont quand même avancé malgré la pandémie. Oui, et c'est sûr que l'année 2020 a été marquée par, je dirais, pour un député, par la gestion de cette pandémie à l'échelle locale. D'abord, donner l'information aux citoyens, répondre aux questions, essayer de trouver les réponses quand c'est plus complexe, rassurer les gens. Par exemple, on a fait des appels automatisés pour les personnes de 70 ans et plus, ensuite de 60 ans et plus, épauler les municipalités qui avaient des demandes qui devaient continuer à cheminer et aussi, parfois, plaider pour notre région. Et ce qu'il faut retenir de cette pandémie, c'est que les décisions sont prises uniquement par le premier ministre du Québec. Les partis d'opposition sont ni consultés, prennent pas part aux décisions, puis n'ont pas d'informations privilégiées. Alors, on prend acte des décisions. Quand notre région est passée au rouge, les Matapédiens et Matapédiennes, à juste raison, sont questionnés compte tenu du nombre de cas qu'on avait. Et je les comprends. J'étais de cet avis-là aussi. Et je le suis encore, d'ailleurs. Ah oui? Parce qu'il y a un impact. Mais oui, il y a un impact dans notre communauté. Les élèves qui doivent être masqués à l'école, c'est pas rien. Moi, ça me touche. Les commerces qui sont ébranlés par la situation, notamment la restauration, l'hôtellerie, les PME, notre vie collective également. Il y a un impact là, quant à, je dirais, à l'humeur générale, puis même sur des enjeux de santé mentale aussi. Oui, alors, la pandémie a révélé beaucoup de choses. Évidemment, on ne peut pas prévoir ça, mais ça a été une charge de travail très importante pour mon bureau. Mais comment... Justement, on parle de la pandémie, je vais y aller. Comment trouvez-vous le fait que cette fois-ci, il n'y a pas de barrage routier? Je sais que vous l'aviez demandé, qu'il y ait un barrage routier dans le coin de la Pocatière, dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent. Bon, finalement, il n'y en a pas. Comment vous trouvez la situation aujourd'hui? Bien, on avait fait ça au printemps et ça avait été apprécié et je pense qu'on aurait dû le réévaluer cet automne. Le gouvernement a choisi de ne pas le faire. C'est une mesure très populaire dans la Matapédia, c'est clair. Ça nous aurait permis de créer une zone de transport Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Parce que
il y avait un barrage qui était à Routierville, mais on sait très bien qu'on a beaucoup de liens avec la MRC d'Avignon, avec les plateaux de la Matapédia, voire même avec le Nouveau-Brunswick, qui, lui, a décidé de fermer ses frontières au Québec. Donc, on aurait pu créer cet espace-là, Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, avec le nombre de cas qu'on a, avec la capacité hospitalière qu'on a, puis ajuster aux besoins. Je trouve que c'était une bonne proposition que j'ai faite. Elle n'a pas été retenue. C'est malheureux. Donc, il faut, dans les circonstances, et c'est ce qu'on nous demande, être solidaire du reste du Québec. C'est pas simple. Je le sais que les cas sont essentiellement dans la région de Montréal. Oui. Alors, j'invite le gouvernement du Québec souvent à nous préciser comment il va prendre ses décisions dans des cas comme celui-ci. Donc, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de se protéger, de protéger les autres, d'être attentif aux consignes pour passer à travers le plus rapidement possible. Et c'est un souhait, mais c'est pas terminé. Ça va être des semaines très difficiles au cours du mois de janvier, février, voire mars. D'ailleurs, au tout début de l'année, j'ai animé une émission à CKMN, une radio communautaire bien connue dans la région, et j'ai eu en entrevue le premier ministre. C'est pas rien. Habituellement, je lui pose des questions, mais sur un ton un peu différent de l'Assemblée nationale, et il m'a révélé à ce moment-là que ça allait être très difficile cet hiver. Donc, c'est un mauvais moment passé qui se prolonge, en fait. Puis la question du couvre-feu, c'est évident qu'on n'est pas habitué à ça. C'est une mesure assez forte. Mais justement, donc, le couvre-feu, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est toujours embêtant de répondre si on est d'accord ou pas parce qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire que la santé publique ne se rapporte qu'au premier ministre. Elle ne se rapporte pas à nous. Alors, si on n'est pas solidaire des mesures, puis il arrivait quelque chose, on se le ferait reprocher. Moi, j'ai une responsabilité comme élu. Ce qui ne nous empêche pas de poser des questions régulièrement, par exemple, sur la question des aérosols. Le virus qui circule dans les classes, par exemple. La question de la vaccination, la manière de procéder. Moi, j'ai demandé un état de situation régulier par MRC. Je pense que les gens de la Matapédia ont le droit de savoir combien de personnes ont été vaccinées. C'est quoi l'ordre de vaccination? C'est quoi les projections, le plan de match pour la Matapédia? Même chose pour la Matanie et pour la Métis. On n'a toujours pas ça. Non, on l'a pas. On n'a pas. C'est quoi notre capacité hospitalière? Si on avait une montée des cas, est-ce que on aurait des personnes qui seraient hébergées à Amqui, à Matane, ou tout le monde irait à Rimouski? Et là, j'ai appris hier, en fait, les chiffres à jour à l'hôpital de Rimouski quant au nombre de chirurgies reportées, ça fait peur. C'est pas encourageant du tout. Donc, les gens continuent d'avoir besoin de chirurgie, continuent d'être malades pour d'autres raisons. Et c'est beaucoup ça qui guide l'action du gouvernement du Québec. C'est-à-dire, si le système de santé québécois est embourbé, là, ça va mener à des situations très problématiques où il y aura des choix qui vont devoir être faits quant à des opérations, par exemple. Alors, c'est ça qui guide le gouvernement du Québec, mais on s'empêche pas constamment de demander plus de transparence et les avis scientifiques qui justifient les décisions du politique. Mais finalement, qu'est-ce que j'entends, c'est que vous trouvez ça malheureux, par exemple, que nous, vos trois MRC, là, vos trois circonscriptions, qu'économiquement, on est comme pénalisé, puis on n'a pas beaucoup de cas comparé à Montréal. Ça se questionne. C'est évident que ça se questionne comme décision. On aurait pu avoir une approche différenciée entre les régions du Québec. D'ailleurs, le gouvernement du Québec l'a fait pour les codes de couleur, quoique avant même, je dirais, ces nouvelles mesures avant Noël qui nous annonçaient qu'on allait avoir une période où on allait être confiné d'une certaine façon, on questionnait déjà le fait qu'on était en zone rouge, par exemple. C'est évident que pour le gouvernement du Québec, il y a un défi d'expliquer en quoi notre région est pareille comme les autres, ce qui n'est pas le cas. Donc, oui, je questionne un certain nombre de décisions, comme mes concitoyens de la Matapédia. Oui. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2021? J'ai l'impression qu'à cause de la pandémie, c'est sûr qu'il y a des dossiers qui ont peut-être un peu dormi sur la table parce que vous étiez vraiment occupé par la pandémie. Quel dossier que vous aimeriez approfondir, faire avancer pour l'année 2021? Ils sont nombreux, ils sont beaucoup guidés, je dirais, par les municipalités qui ont des enjeux d'infrastructure. On va essayer d'en régler le plus possible d'ici l'automne pour une raison relativement simple, c'est que c'est une année d'élection municipale. Donc, les conseils ont des dossiers qu'ils veulent régler, puis je vais les assister du mieux possible. C'est également une année qui va
favoriser l'engagement. Les gens qui veulent s'engager dans leur municipalité, soit poursuivre un mandat ou soit en solliciter un. C'est le bon moment pour le faire, là, 2021, dans les municipalités. Évidemment, il y a l'enjeu de la santé qui est important. L'accès au maximum de services sur notre territoire. Ça, c'est toujours aussi important. Il y a des dossiers également qui apparaissent dans l'actualité qu'on ne peut pas soupçonner. Puis il y a des dossiers qui sont toujours là. Par exemple, les travailleurs de la Matapédia qui doivent se rendre travailler sur la Côte-Nord ou dans le nord du Québec, qui n'ont pas accès à un service régulier de traverse. Bien, je vais demander qu'on ait un pont aérien dans ce temps-là. D'ailleurs, je relance le ministre à nouveau. Oui. Ça touche des travailleurs de la Matapédia. Et je dirais aussi le support à la vie collective. Je m'explique. Il y a un ensemble de groupes communautaires. Il y a des organisations dans les municipalités. Il y a des bénévoles qui ont besoin de sentir un appui du gouvernement du Québec pour continuer leur mission, pour pas être démobilisés. Et ça fait partie du cœur de la Matapédia. Alors moi, je vais financer beaucoup d'initiatives sur le territoire. Vous allez voir apparaître ça. On va rénover des cours d'école. On va financer des coopératives, des groupes communautaires, des associations là, dans les villages. Toutes sortes d'initiatives. Là, on a un budget qui a été majoré dans le comté. Et dans la Matapédia, ça va paraître. Donc, pour supporter le milieu et faire en sorte que la Matapédia se démarque et qu'on puisse progresser, qu'on puisse avoir un milieu le plus attractif possible pour attirer encore plus de monde. Parce que j'ai dit en début d'entretien que la population avait augmenté, mais il y a encore de la place. Mais oui. Des gens qui veulent venir chez nous, on saura bien les accueillir dans la Matapédia. Vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle que ça a augmenté. Donc, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, merci beaucoup pour votre temps. Bonne année encore et on se reparle bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. L'entrevue qui suit, c'est une intervenante de la débrouille à Rimouski, Marie-Nicolas. Oui, depuis qu'on parle et qu'on a un couvre-feu, on parle beaucoup de la violence conjugale, donc j'en parle avec cette intervenante. Je suis présentement avec une intervenante à la sensibilisation à la débrouille à Rimouski qui se nomme Marie-Nicole et on va parler de violence conjugale en temps de pandémie. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On sait que, tout d'abord, c'est sûr que je voulais parler du fait que présentement, avec le couvre-feu et le confinement, on se demande un peu comment ça se passe pour les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, finalement, les femmes qui vivent de la violence conjugale à la maison? Mais avant, j'aimerais expliquer La Débrouille. C'est un organisme communautaire qui aide les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants aussi. Alors, quel genre d'aide offrez-vous plus précisément, là? Oui, donc à La Débrouille, c'est ça, on est une maison d'aide et d'hébergement. Donc tout d'abord, on a une ligne d'écoute téléphonique donc à laquelle on peut rejoindre une intervenante en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc au 418-724-50-67. Donc la ligne d'écoute téléphonique, elle est vraiment pour tout le monde, que ce soit pour les femmes victimes, pour leurs proches ou pour les professionnels du milieu qui ont besoin de plus d'explications sur le fait de comment accompagner une femme victime de violences conjugales. Donc, on peut nous appeler à 2 heures du matin si jamais on se questionne sur notre relation. On peut prendre rendez-vous à l'externe aussi via cette ligne téléphonique. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous appeler en tout temps. Donc, ça, c'est la première chose, la ligne d'écoute. Okay. Le deuxième service, je pense que c'est celui pour lequel on est le plus connu, c'est notre service d'hébergement. Donc, on est une maison d'hébergement qui dispose de 7 chambres pour y accueillir des femmes seules ou des femmes avec leurs enfants. Nos chambres viennent d'être fraîchement rénovées, donc c'est le plus bel accueil qu'on puisse offrir aux femmes et à leurs enfants. Le service d'hébergement, il est disponible pour les femmes victimes qui se questionnent sur leur relation, qui ne savent pas encore si elles veulent changer, mais qui ont besoin d'un temps de repos, d'une pause, de prendre un répit de cette relation-là. Ou alors pour des femmes qui veulent réorienter totalement leur vie, donc qui ont besoin d'un hébergement de transition jusqu'à temps de retrouver un nouveau logement. Donc voilà pour notre service d'hébergement. Et le dernier, c'est le service externe. Donc pour des situations qui ne nécessitent pas d'hébergement, parce que la femme est en sécurité chez elle,
qu'elle n'a pas encore décidé de quitter, Oui. ou bien qu'elle a déjà trouvé un plan B. Donc, le service externe, c'est une rencontre avec une intervenante qui peut être ponctuelle. Je me pose des questions sur ma relation, j'ai besoin de clarifier certaines affaires. Je ne sais pas trop si je me considère comme une victime de violence conjugale. Donc, ça peut être une rencontre ponctuelle pour clarifier ces questions-là. Ou bien ça peut découler sur un suivi à l'externe plus serré avec plusieurs rencontres. On peut accompagner les femmes dans un dépôt de plainte avec des avocats. On peut les accompagner à l'OMH pour retrouver un logement. Donc, on peut vraiment suivre toutes les procédures sans l'hébergement. Voilà, donc pour les 3 services essentiels. Ah, OK. Donc, même avec les avocats, les services juridiques, donc c'est vraiment important à souligner parce que j'imagine que la procédure aussi doit être assez stressante. Donc, se sentir soutenir, ça doit vraiment aider, là. Oui, puis on accompagne les femmes en tout temps, à chaque rendez-vous. On peut être là avec elles si la femme le désire. Donc, c'est toujours soutenant, comme tu viens de le dire, là, d'avoir une alliée qui comprend notre situation, qui comprend la réalité de violence conjugale et qui peut être là pour défendre nos droits avec nous. Qui a de l'expérience dans ce processus-là. Vous parlez d'hébergement. Pour nous, dans les femmes de la vallée de la Matapédia, on a un centre de femmes, mais on n'a pas d'hébergement. Donc, est-ce possible de venir chez vous? Comment le lien se fait? Tout à fait. N'importe quelle femme au Québec peut venir à la débrouille. C'est sûr que nous, officiellement, on dessert le territoire Rimouski-Neigette et la Métis, mais dans les faits, si une femme a besoin d'hébergement à Rimouski, on va l'accueillir peu importe d'où elle vient, qu'elle soit de Montréal, de la Matapédia. On accueille toutes les femmes, peu importe la situation où elle est. Effectivement, c'est le problème aussi avec les régions éloignées. Il y a peu de services de transport, donc le meilleur conseil que je pourrais dire aux femmes, c'est que oui, on va les accueillir, simplement de nous appeler auparavant, qu'on puisse regarder justement des scénarios de comment venir jusqu'à Rimouski. Peut-être un taxi, peut-être de s'arranger justement avec un centre de femmes pour voir comment on peut organiser le transport. Puis évidemment, si la situation représente un danger imminent, c'est la SQ tout de suite, le 911, on ne se pose pas de questions. Puis là, les policiers vont faire les transferts et les gestes nécessaires auprès de la femme. OK, c'est bien à savoir. Présentement, avec la pandémie, une femme qui se retrouve dans une telle situation ne doit pas se sentir obligée de rester à la maison, comme on a dit, à cause du confinement et du couvre-feu qui vient justement de commencer il y a une semaine. Même que Mme Geneviève Guilbeault, durant son point de presse, elle l'a mentionné. Donc, c'est vraiment important de le rappeler que, oui, il faut suivre les règles, mais si on est en danger, là, c'est une très bonne raison. Donc, comment peut-on faire pour se sortir d'une telle situation quand on vit de la violence conjugale? Parce qu'on s'entend que c'est pas facile avec le couvre-feu de se donner une raison de sortir. Donc, est-ce que vous avez quelques trucs, finalement? Oui, après, chaque situation est vraiment différente, donc je ne pourrais pas donner de trousse à outils que chaque femme peut utiliser. Je pense que le conseil le plus important, c'est de rappeler aux femmes d'écouter leur petite voix. Je pense qu'elles savent quoi faire dans ces moments-là. Après, je peux donner quelques pistes de réflexion. Donc, on peut séparer déjà cette situation en 3 étapes. Premièrement, la préparation. Donc, on peut se poser les questions. Si je quitte, je vais où? Comment est-ce que j'y vais et quand est-ce que j'y vais? Donc, 3 questions juste pour commencer à préparer son départ et penser avant ça aussi, pourquoi pas, préparer un sac avec le nécessaire en cas de départ précipité. Donc, un sac, si on a des enfants, avec des vêtements de rechange, avec les médicaments, avec les papiers officiels, les passeports, la clé de la voiture, un double de clé de la voiture et tous les documents officiels dont je pourrais avoir besoin si j'ai besoin de réorienter ma vie. Donc, les derniers rapports d'impôt, certificat de naissance. Donc, avoir un sac vraiment de secours nécessaires qu'on cache dans la maison, qu'on cache dans la voiture si jamais on a besoin de quitter. Donc, ça, c'est pour avant la préparation, essayer de voir qu'est-ce qu'on fait au moment où on a besoin de quitter. Ensuite de ça, le fameux moment de sortir de chez soi, si on y arrive, on peut prétexter un rendez-vous médical important, une grosse douleur qui nous demande d'aller consulter à l'urgence immédiatement, aller à l'épicerie, aller à la pharmacie. Donc, pour brouiller les pistes un petit peu, là, pour prétexter une autre sortie, puis finalement, on profite de cette sortie-là pour aller demander de l'aide. Ensuite de ça, une fois qu'on est sorti de chez soi, on peut se réfugier dans le commerce le plus proche. À Rimouski, on a lancé avec la débrouille une procédure COVID auquel 7 pharmacies participantes ont pris part. Donc, c'est vraiment, il y a une affiche à l'entrée des pharmacies qui disent « Dites-le nous, dites à un commis que vous avez besoin d'aide ». Donc, on va conduire la femme dans un lieu discret, sécuritaire,
et elle va pouvoir appeler une ressource d'aide. À partir de ce moment-là, elle contacte la dépouille ou la SQ, puis les démarches peuvent s'enclencher. De partout au Québec, SOS Violence Conjugale a lancé ça avec les Uniprix et quelques Proximes affiliés. Donc, c'est une vignette violette qu'il y a dans les portes des magasins. Mais j'aurais besoin de dire quand même de ne pas s'arrêter à ça, même s'il n'y a pas de vignette, essayer de demander de l'aide à n'importe qui, à quelqu'un qui a l'air de confiance dans la rue. On demande un téléphone, on appelle une ressource et on peut se réfugier dans un endroit sécuritaire. Donc, c'est pas mal ça, les 3 points qu'on pourrait donner. Puis peut-être aussi rappeler que la violence conjugale, c'est une problématique qui est sociale et qui demande une réponse à même hauteur. C'est-à-dire que si les victimes ne peuvent pas, en temps de confinement et de couvre-feu, vraiment demander de l'aide, peut-être que c'est à la communauté de se questionner plus et d'aller justement faire le pont vers les victimes. Un voisin qui se questionnerait, simplement d'aller toquer à la porte, demander à la femme comment ça va, pareil les amis, ou même les milieux de travail, d'offrir cette possibilité, cette visibilité-là, que de l'aide est possible, qu'il y a des ressources qui existent et que c'est pas parce qu'on est en confinement et en couvre-feu qu'on n'a pas le droit de quitter une situation de violence. On ne le rappellera jamais assez. C'est légal de quitter, on ne vous arrêtera jamais pour ça, même si vous quittez pendant le couvre-feu. Là. Le couvre-feu, oui. Oui, et Mme Guilbeault l'a même dit durant le point de presse, donc c'est rassurant. Je trouve ça bien qu'elle l'a mentionné. Et aussi, oui, effectivement, je trouve ça bien de rappeler que c'est une affaire aussi de communauté, de société, du sens que des fois, on a peur de déranger, peut-être d'aller cogner chez le voisin. On se dit, c'est pas nos affaires, mais peut-être que ça peut changer la vie de quelqu'un, là. Donc, c'est vraiment important de ne pas se gêner et au pire... Après, s'il y a une situation de danger imminent, c'est sûr, on n'intervient pas nous-mêmes. C'est la SQ tout de suite. OK. Mais si l'on sait que la femme est seule, que monsieur est parti, ou qu'on croise madame dans les escaliers, simplement, comment ça va? Tu sais que je suis là, si jamais tu as besoin d'aide, tu peux toujours cogner à ma porte. Juste ça, ça ouvre une possibilité pour les victimes. Oui, vraiment. Juste rappeler, la mission de la débrouille se décline en 3 grands objectifs. Pas juste sensibiliser la population, pas juste aider les femmes qui vivent la violence conjugale, mais aussi vous sensibiliser la population à la problématique sociale de la violence conjugale. Aussi, vous faites en sorte que un changement social dans les rapports hommes-femmes se fait. Vous essayez aussi que l'accès des femmes à l'égalité soit fait aussi dans tous les domaines. Puis je tenais à le mentionner parce que présentement, c'est un problème qu'on a depuis toujours, mais présentement, dans les médias, ça a beaucoup ressorti. Donc, c'est vraiment bien de savoir qu'il y a des organismes comme vous qui travaillent sur ce sujet-là. Donc, merci beaucoup. Puis merci beaucoup pour votre temps, Marie-Nicole. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité pour nous. À vendredi. Oui, à vendredi. Et à vendredi aussi à la maison. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On a lancé cette semaine les billets en vente du Bye Bye Matapédien. Le vin et fromage de la TVC s'est transformé en Bye Bye virtuel. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook TVC de la Matapédia, trouver l'événement le 6 février à 20h et vous pouvez vous procurer vos billets pour obtenir votre lien en ligne pour écouter un Bye Bye Matapédien. Pour ceux qui participent au vin et fromage depuis quelques années, je vous confirme que c'est un événement à ne pas manquer. Vous allez rire, c'est meilleur qu'à Radio-Canada. Et soyez avec moi, on essaye de battre le 4 millions de codes d'écoute. Alors, allez acheter vos billets en grand nombre. Merci beaucoup et on se retrouve vendredi.